Salut tout le monde, bienvenue à ce sixième vidéo sur le jeu Europa Universalis publié par Aegir Games en 2023. Dans ce vidéo, on va voir les événements et le pape. Mais avant, notre ami l'anglais à qui c'est au tour à jouer va faire un trade. Puis un petit trade quand même intéressant. Il a eu la main heureuse une fois de plus, le Chris. Non seulement pas rien qu'une, il pogne trois belles cartes. Là, évidemment, ce serait un no-brainer pour lui de faire du textile. Malheureusement, je répète, limite d'un marchand d'une même couleur dans une trade node. Fait qu'il peut pas pogner son autre marchand fraîche puis l'amener dans le English Channel pour refaire du trade là. C'est fait pour cette ronde-là. Initialement, jusqu'à temps qu'on lui montre les erreurs de ses pensées impures, initialement, il a voulu trader du vin à Bordeaux. Fait que, il a déjà son marchand à Bordeaux, il avait pris un de ses bateaux, il l'avait amené ici, puis là, il s'était rendu compte, hey, Chris, j'ai trois trade power, c'est hot, je vais faire 7 piastres. Mais là, on lui a rappelé, si tu fais ça, mon pit, le français fait 4 piastres. Alors, voici un cas exactement comme on a discuté, où malgré le fait même que le marchand français est exhausted, si quelqu'un d'autre utilise le trade node, puis ça donne que votre marchand est là, puis ça donne que vous avez une route vers la capitale, ben vous êtes capable, vous autres aussi, de participer au trade. Puis dans ce cas-là, étant donné que l'anglais prend la deuxième ligne, la deuxième rangée, puis fait 7 piastres, ben, il reste de la place pour le français pour faire 4 piastres. Fait qu'on a dit ça à l'anglais, gentiment. On a dit, ça te tente-tu de repenser à ton affaire? Puis comme de fait, il a dit, savez-vous quoi? Je vais trader du bétail à la place dans la mer du Nord. Ce qui, au final, parce que là, bon, avec son marchand, mais je vais le faire, en fait, parce que c'est ça qu'il fait. Fait qu'il déplace son marchand de Bordeaux vers la mer du Nord. Il déplace un de ses bateaux du English Channel dans la mer du Nord aussi. Fait que là, il est capable de reconnecter vers sa capitale. Puis il réussit à avoir trois de trade power. Un pour son marchand, un pour le bateau, puis un pour Pale, qui est listé ici, là. Les autres, ça appartient aux Irlandais ou aux Écossais, peu importe, mais bref, c'est pas à lui. Fait que ça va lui permettre de faire 5 piastres. Fait que dilemme intéressant, il aurait pu dire je fais 7 piastres mais je donne 4 piastres qui tombent du ciel aux Français, ou je fais 5 piastres mais je donne rien aux Français. Puis peut-être si il avait été en paix avec le Français, puis la vie est belle, puis les relations sont cordiales, il aurait tradé du vin à Bordeaux, mais là en plus quand vous êtes en guerre, peut-être la dernière chose que vous voulez faire, c'est de mettre de l'argent dans les coffres de votre ennemi, là. Fait que fidèlement, il a décidé de trader du bétail. Fait qu'il il va coucher son marchand, il va ramasser son 5 piastres puis son petit bonheur, puis voilà. Ça, c'est défaussé. Et là, ça arrive à l'Autrichien, et l'Autrichien va être le premier à briser la glace et à prendre un événement. Fait que présentement, il y a trois événements qui sont face up et qui sont donc disponibles, puis il y a deux événements qu'on n'a aucune idée c'est quoi. Puis quand je dis aucune idée, il faut se rappeler que, bon, un joueur qui a joué beaucoup, là, aurait des hosties de bonne chance de savoir c'est quoi ces deux cartes-là, là. Fait que quand on commence, on n'a aucune calice d'idées parce qu'on est déjà surchargé de toutes les hosties de règles, puis on n'a pas checké ces affaires-là. Mais le deck d'événements dans ce jeu-là, je le rappelle, là, c'est pas un hostie de gros deck de 100 cartes, là, avec n'importe quoi, là. Il y a une séquence, le deck des événements, j'en ai parlé, je pense, dans le setup, il a été seedé d'une certaine façon. Puis à un moment donné, au bout d'une coupe de game, là, vous avez une hostie de bonne idée de ce qui vous pend au bout du nez, là. Alors, l'Autrichien, lui, d'abord aussi, il faut regarder que les quatre cylindres de chaque joueur commencent dans la boîte ici où leur événement n'a pas été pris. Puis la progression normale d'un cylindre pendant une ronde, c'est qu'à un moment donné, puis ça va être le cas de l'Autrichien, il va venir mettre son cylindre ici pour dire moi, mon événement a été pris. Puis éventuellement, l'Autrichien va passer, puis il va venir mettre son cylindre ici, là. Ben, peut-être pas juste l'Autrichien, mais tout le monde, là. Mais bref, les cylindres de tous les joueurs vont progresser de gauche à droite sur cette espèce de petit truc-là de statut de la ronde. Le point ici, c'est que vous ne pouvez pas passer tant que vous n'avez pas pris votre événement. Il y a toujours 4 événements sur 5 qui vont être pris dans une ronde parce que vous ne pouvez pas passer tant que vous n'avez pas fait votre événement. Par contre, il y a 5 événements, il y en a un qui va tomber dans l'oubli, qui ne passera pas à l'histoire, peu importe c'est quoi. Fait que, tu sais, c'est possible dans ce jeu-là, par exemple, que la guerre civile anglaise n'a jamais lieu. Tu sais, parce que
c'est ça, ça donne de même. Personne l'a sélectionné puis il est tombé. Fait qu'il y a quand même des branches alternatives de l'histoire qui peuvent être explorées là. Fait que l'Autrichien bouge son cylindre ici. Il prend l'événement le trône hongrois. Puis là, vous allez dire, ah, c'est sûr qu'il prend ça, il y a son crest en bas à droite. Il n'est pas obligé de prendre ça. J'aurais pu, moi, prendre cet événement-là. Puis plus tard, en tout cas, dépendamment des choix qu'on a, puis dépendamment de la situation sur le board, puis dépendamment de qui est leader, peut-être plus en fin de game, j'aurais pu, par exemple, prendre ça pour faire chier l'Autrichien, puis choisir peut-être l'option qui est la moins intéressante pour lui. En début de game, on check un petit peu plus nos affaires. Là, on a le nez sur nos affaires, puis on check pas trop qu'est-ce qui se passe alentour. Là. Mais je peux voir un cas où est-ce que dans le deuxième âge, entre autres, dans ce scénario-là, puis plus on approche de la fin de la game, plus on commence à checker est-ce que je peux nuire à quelqu'un. Est-ce qu'il n'y a qu'un et un seul gagnant? Évidemment. Mais là, c'est l'Autrichien qui prend ça. La majorité des événements offrent deux choix. C'est le cas ici, A et B. Sans rentrer dans les détails historiques de cette patente-là, l'Autrichien a le choix entre insister pour restaurer l'Union ou accepter le nouveau monarque hongrois. Dans les faits, l'option A est un petit peu plus belliqueuse, militaire, agressive, puis l'option B est un petit peu plus chicken, diplomatique et pacifiste. Ok. Et à ma surprise, quand même, l'Autrichien va choisir l'option B. Fait que si on regarde l'option A, l'Autriche aurait gagné un de prestige, aurait gagné un claim dans les deux areas hongrois. Donc, ça met la table pour une éventuelle invasion de la Hongrie. Son mariage en Hongrie aurait été flippé de son côté de dispute de succession, qui est pas, c'est pas super, mais c'est pas la fin du monde non plus. On verra les détails. C'est à la fin de la ronde si vous avez des mariages qui sont de ce côté-là. Vous pouvez être dans le trouble, mais il y a des façons de contourner ça quand même assez facilement. Puis l'Autrichien aurait gagné un cube militaire qui aide à supporter justement la posture agressive en lien avec ça. Mais il décide de faire l'option B, alors il accepte le monarque hongrois, il perd 2 de prestige, probablement que c'est vu justement comme une réaction couillonne de la part du reste du monde. Il gagne 2 cubes dans des areas hongrois. Fait qu'il va venir prendre 2 de ces cubes, puis il va venir mettre ça, les deux. Il va venir mettre ça ici, là. Fait que ça, c'est, en tout cas, drôle de décision, là. Mais je vous ai dit, là, tu sais, que la version Deluxe vient avec un deuxième board qui vient se coller à droite. Puis ça, c'est un hostie d'area qu'on voit pas le nom. Le nom de cette area-là, ça s'appelle le Hungarian Plain. Puis le nom de l'area est sur l'autre board à droite de la version Deluxe. Mais c'est bel et bien un area pour notre game. Un area hongrois. Fait que l'Autrichien va venir mettre ses 2 cubes ici. Puis il gagne 2 cubes diplomatiques, quand même. C'est pas mauvais, là, c'est son choix. Là, qui suis-je pour questionner ça, moi là. Puis une fois que l'événement a été fait, ben d'abord aussi, il faut que je le dise tout de suite, avant d'oublier. Dès qu'on sélectionne un événement, on vient mettre 2 piastres sur tous les événements face-up sur lesquels on a craché. L'Autrichien aurait pu prendre ça, il l'a pas pris. Il aurait pu prendre ça, il l'a pas pris. Fait qu'il vient mettre 2 piastres là-dessus. On ne met pas de fric sur les événements qui sont face cachée pour l'instant. Puis quand on a fait l'événement, il reste à faire la partie du bas. On fait les petits icônes qu'il y a en bas, de gauche à droite. Le crest comme tel n'est pas une icône. Ça veut dire que c'est un événement qui est en jeu quand l'Autriche est en jeu, mais that's it. Ce premier icône-là qu'on va voir ensemble, c'est qu'un cardinal crève. Alors ça, c'est le petit chapeau de cardinal avec une ligne dessus. Et c'est au choix, évidemment, du joueur qui a joué l'événement. Fait que là, lui, il regarde ça. Fait que voici la traque du pape, justement. Fait que le but de se battre sur cette traque-là, c'est de savoir au final, qui contrôle le pape? Est-ce qu'il y a des avantages? Il y a des cadeaux si vous contrôlez le pape. Et il y a des cadeaux encore plus grands si vous êtes ce qu'on appelle le contrôleur incontesté du pape. Pour contrôler le pape, vous devez avoir la majorité de cubes sur cette traque-là. En cas d'égalité, ce qui est souvent le cas, puis ce qui est notre cas en début de game parce qu'on a chacun un cube, c'est le joueur qui a le cube le plus à gauche qui contrôle le pape. Et contrôler le pape, c'est pas banal. 1 piastre de rabais sur le salaire de vos advisors.
Fait que si vous avez 3 advisors, c'est quand même 3 piastres de rabais. Un cube de diplo de plus à chaque tour. Et ça vous coûte un cube d'administration de moins pour augmenter la stabilité de votre royaume. Fait que c'est 3 avantages qui sont intéressants. On reviendra peut-être ou pas sur ces 2 actions-là, là, excommunier un ruler puis appeler à une croisade. Ça coûte cher, ça coûte 2 cubes diplomatiques, puis en tout cas, dans ce scénario-là, pour l'instant, ça ne sert pas à grand-chose, là. Fait que ça me surprendrait qu'on voie ça. Puis si jamais vous êtes contrôleur incontesté du pape, être contrôleur incontesté du pape, c'est d'avoir la majorité absolue de cubes. Plus de cubes que n'importe quel autre joueur. Fait que par exemple, moi, si j'avais un autre cube ici, là j'ai 2 cubes, tous les autres joueurs individuellement ont seulement un cube. Là, à ce moment-là, je serais le contrôleur incontesté du pape. Puis ça commence à être intéressant en tabarnak. À la fin de chaque ronde, vous scorez des points de prestige égal au nombre de royaumes catholiques moins 1. Puis gardons ça dans notre game, on est 4 royaumes, on est tous catholiques, fait que 4 moins 1, ça fait 3 points de prestige, c'est pas banal, à la fin de chaque fucking round, tant que ça dure. Puis quelle est donc cette case-là, ici, la case de Rome? Pour pouvoir, fait que ça, c'est pas la place d'un cardinal. Pour avoir un cube ici, il faut soit que vous soyez allié avec Rome, ou que vous ayez conquis Rome. Dans les deux cas, vous allez coaliser un cube ici, mais il y a une différence très importante. Si vous êtes allié avec Rome, vous avez le droit de garder vos cardinaux, puis vous avez le droit d'en avoir d'autres. Par contre, si jamais vous allez à la conquête de Rome, si jamais vous conquérez Rome, vous allez venir colisser un cube ici, mais vous allez perdre tous vos cardinaux et vous ne pourrez pas en avoir d'autres. Fait qu'évidemment, l'intérêt, c'est que ce rond-là est le plus à gauche. Fait qu'encore là, si moi j'avais une alliance avec Rome, ben, je viendrais mettre un cube ici, puis là, j'aurais la majorité absolue, je serais le contrôleur incontesté du pape. Par contre, si j'allais conquérir Rome, je viendrais colisser un de mes cubes ici, mais je perdrais mon cardinal. Par contre, ce cube-là est pas mal plus tough à déloger qu'un hostie de cardinal que, comme on voit, il crève à propos de rien. Les événements font régulièrement crever des cardinaux qui sont pas réputés habituellement pour leur jeune âge et leur vigueur physique. Fait qu'en tout cas. Puis là, l'Autrichien, malheureusement, regarde pas tellement plus loin que le bout de son nez. Puis lui, il se dit, ben, câlisse, si je tue le cardinal de Castille, je deviens le contrôleur du pape. Puis contrôleur du pape, faut pas oublier que 2 des 3 bonus, c'est uniquement, c'est ça, c'est à la fin de la ronde quand on paye nos advisors. Puis ça, c'est au début de la ronde quand on gagne nos cubes. Fait que ça donne pas grand-chose, à moins que vous ayez prévu d'augmenter la stabilité de votre royaume, ce qui, comme on va le voir, coûte cher en tabarnak de cubes. Personne ne peut faire ça quasiment au début, là, même avec le rabais du pape. Fait que j'essaye, mais c'est pas facile d'emplier by email de dire à l'Autrichien, gars, mon pit, là, t'as pris ton événement, tu t'en prendras plus d'autres événements. Sur l'événement ici là, de l'épidémie, t'as-tu remarqué qu'il y a un autre cardinal qui va crever? Puis guess what? Si tu kicks le mien, puis que tu deviens temporairement le contrôleur du pape, ben on s'entend, le français va devoir sélectionner un événement un jour, puis l'anglais va devoir sélectionner un événement un jour. Puis si un des deux prend ça, quel cardinal vous pensez qu'ils vont tuer? Surtout si c'est le français qui le prend, il va kicker out le cardinal autrichien. Fait que j'essayais de dire, tu sais, au lieu de me bumper moi, tu peux peut-être bumper le français ou l'anglais. Euh, tu as plus de chance parce que là, c'est sûr, sûr, sûr et certain, tu viens te coller une target dans le front à ton cardinal, en tes cas, là. Tu peux être sûr qu'il va y avoir du poison dans ses céréales demain matin, esti, puis qu'il va crever. Puis que là, ça va être le français ou l'anglais vont se rapprocher plus du contrôle du pape. Mais c'est tough à expliquer en play by email. Fait qu'il a dit ah, compliqué, esti, fait que c'est toi qui crève. Bon, c'est beau. Alors voilà, c'est fait. On s'en va au français. Et le français, lui aussi, là, je vais switcher de log. Le français aussi fait un événement. Alors d'abord, une autre affaire qu'il fallait faire à la toute fin, c'est que chaque fois qu'un événement est pris, on révèle le prochain événement qui est face down. Donc là, on a une meilleure idée de ce qui s'en vient puis des choix. Fait que le français lui fait ni une ni deux, comme on dit, et va venir ramasser l'épidémie. Il ramasse de ce fait les 2 piastres qui sont dessus. L'épidémie, c'est le genre de style d'événement chiant. Vous voulez absolument pas que ce soit utilisé contre vous autres, mais en même temps, quand vous autres vous le prenez, vous n'avez pas énormément d'avantages à le prendre. Sauf si vous êtes en guerre contre quelqu'un, ce qui est le cas du français contre l'anglais.
Fait que là, le Français se dépêche, saute sur ce style d'événement-là. En plus, quand vous prenez l'événement d'épidémie, bon, vous placez un cœur brisé dans un area où vous avez au moins une ville. Fait que vous allez être obligé, vous allez en manger un petit peu, vous autres aussi, de l'épidémie, ça gueule. Puis vous mettez un autre cœur brisé dans un area adjacent. Et pour chaque 2 piastres qu'il y a sur cet événement-là, vous avez le droit de placer un autre cœur brisé dans un autre area adjacent à un des premiers. Fait que plus il y a de cash sur l'événement, plus il est pris tard dans le tour, plus l'épidémie va être grave. Puis l'impact, c'est que les joueurs doivent enlever la moitié de leur unité. Fait que c'est particulièrement chiant si vous avez des armées. Les joueurs doivent enlever la moitié de leurs unités round-up dans les areas qui sont touchés. Puis à travers toutes les areas qui sont touchées, il y a une grosse ville qui va devenir une petite ville. Fait que le français, bien malgré lui, va venir colisser le premier cœur brisé dans l'area de la Seine, ce qui va lui permettre après de se propager via les ports et les bébites, les rats qui se promènent dans les bateaux. L'épidémie va se rendre dans l'area de Londres, puis ensuite dans l'autre area anglais là, de Wales et Wessex qui est à côté. Puis ça fait chier le français quand même pas pire. Fait que il y a sa belle armée qui est ici. C'est quand même la moins pire. Là. Ce qui chiait dans ses culottes, il avait peur probablement que l'Anglais vienne mettre l'épidémie dans cette grosse crise d'armée-là, qui a 7 unités au total, puis qui aurait perdu 4 unités. OK, fait que là, il pogne cette armée-là, qui a 3 unités, fait qu'il est obligé d'en perdre 2, fait qu'il va perdre les 2 d'infanterie parce que c'est ça qui coûte le moins cher. Il ramasse quand même au passage la petite armée anglaise qui est quand même très modeste puis qui a juste 2 unités. Fait que l'Anglais va perdre une infanterie aussi. Puis évidemment, c'est Londres qui va être shafté puis qui va devenir une petite ville, ce qui est quand même chiant parce que c'est permanent puis ça devient moins payant pour l'anglais. Tata, ce qu'il y a d'autre à part de ça? Ouais, puis c'est pas fini. Est-ce qu'il y a un autre impact de cette crise de cochonnerie-là à la fin du tour? C'est que toutes les areas qui sont touchées, dans le fond, les provinces dans les areas qui sont touchées vont donner juste la moitié de leur valeur, de leur revenu en taxes à la fin du tour. Fait que c'est même pas fini, là. Non seulement ils se sont fait ramasser, les armées se sont fait ramasser, mais en plus, ils vont payer pour une autre fois à la fin du tour. Puis là, c'est que j'aime ça, la fausse diplomatie. Moi, ça m'a quasiment arraché une larme, style français qui dit, écoute, l'anglais, là, je suis désolé, mais je pouvais pas prendre le risque que tu prennes cet événement-là contre ma grosse armée. Puis là, ça, c'est le bout, esti, qui m'a vraiment fait, comme je dis, le sortez vos mouchoirs. Je n'utiliserai pas le pirate et le cardinal qui crèvent contre toi. Oh, quelle délicate attention. Chris. Encore là, comme j'avais dit à l'Autrichien, puis ça n'a pas été long, quel cardinal vous pensez que le Français a intérêt à faire crever? C'est sûr qu'il fait crever le cardinal autrichien, Carlis, ça l'amène à gauche comme contrôleur du pape. Il est en train d'essayer d'embobiner l'anglais puis de dire hey, t'es chanceux, je tuerai pas ton cardinal. C'est sûr, il est en arrière de toi et Christ, t'as pas intérêt à le tuer. Si bon, il y en a qui dorment au gaz à la table. Puis il va venir me colisser le pirate dans les jambes à Séville. Puis qu'est-ce que ça crisse un pirate? Ben, quand vous faites du trade, dans une node où il y a un pirate, vous êtes bumpé, on va aller voir une carte de trade, vous êtes automatiquement bumpé d'une rangée vers le bas. Et si ça fait en sorte que vous tombez en bas de la table, vous ne pouvez pas trader avec cette trade node-là. Probablement, vous allez être obligé de ramasser le 2 piastres par défaut de prix de consolation d'un trade. Ça veut dire que même si moi, pour une raison X, je fais un trade fumant, par exemple, avec cette carte-là, puis j'ai 5 de trade power, puis normalement, ça m'aurait donné 8 piastres. Vu qu'il y a un pirate, je suis bumpé, puis je fais rien que 5 piastres. Puis si j'avais fait un trade avec juste 2 trade power qui m'aurait donné 5 piastres, je suis bumpé en bas, puis à ce moment-là, je suis obligé de prendre le 2 piastres. Fait chier en crise. Puis encore là, le français fait croire à l'anglais, ah ben je t'épargne de ça. Mais on l'a vu, là, souvent le français puis l'anglais trade aux mêmes endroits. Fait que le français a zéro intérêt de coller sur un pirate là. Fait que c'est des fausses concessions en hostie, là, que ça commence, le trash talk à la table. Moi, je suis là dans le chat. L'anglais, tu te fais rouler dans la farine, Chris, par le français. Mais en tout cas. Et finalement, tous les plus vieillissent. Tous les rulers et les advisors avec des plus vieillissent. Fait que le gros highlight de ça, il y a une couple d'advisors qui ramassent des cheveux blancs, là, mais la grosse conséquence de ça, c'est que mon ruler, rien de moins que mon ruler, le prestigieux Juan le deuxième,
crève parce qu'il commence le scénario, lui, déjà blessé ou déjà amoché ou déjà un pied dans la tombe. Alors lui, il crève. Puis c'est plate à dire pour ceux qui l'ont connu, là, mais c'est une bonne nouvelle pour Castillé parce qu'il soque en tabarnak. Il soque profondément. Là. 1 et 2, là, Chris, bon débarras. Sauf que là, si mon super ruler, parce que là, moi, c'est l'âge d'or de Castillé qui s'en vient avec Ferdinand et Isabelle, là, dans l'ordre ou dans le désordre, je pense que c'est Isabelle avant Ferdinand, mais en tout cas, si j'ai mon super ruler ici, là, c'est merveilleux, c'est le départ rêvé pour Castillé. Vous allez remplacer éventuellement Juan le deuxième. Pas obligé de le faire tout de suite. Vous pouvez rouler un bout dans ce que le jeu appelle le interregnum. On aura l'occasion d'y revenir, là, mais qui est une période entre deux monarques. Il ne faut pas rester là trop longtemps, puis il ne faut surtout pas être comme ça à la fin d'une round. Là. Mais vous pouvez attendre de voir ce qui se passe parce qu'assigner un nouveau ruler, c'est quand même une action mineure que vous pouvez faire pas mal n'importe quand pendant votre tour. Je pourrais le faire même en réaction là, mais il n'y a rien qui presse, le feu n'est pas pris. Puis évidemment, moi, comme conscient de cette possibilité-là, j'ai dans les mains, au pire aller, un rouleur générique qui est Jeffrey, qui pourrait remplacer Juan le deuxième si jamais Isabelle ne sort pas sa prochaine carte événement. Mais c'est pas. Curieusement, même si c'est probablement peut-être quelqu'un qui a kickstarté le jeu, là, il est meilleur que Juan le deuxième. C'est quand même pas peu dire. Là. Mais n'empêche, c'est pas des stats à se pitcher ses murs, là, cette affaire-là. Là. Fait que je vais bouffer la pilule. Juan le deuxième va crever. Je vais attendre de voir c'est quoi le prochain événement qui pop. Puis s'il y a personne, ben là, j'ai pas le choix. Là. Ça va me prendre un rouleur pour remplacer. Parce que vous voulez pas finir le tour sans rouleur. C'est vraiment dramatique. Là. Fait que mon super advisor Francis aussi est vieilli déjà. Il m'a rien donné encore. Puis il a déjà vieilli. Là. Puis that's it. Fait que voilà, prochain vidéo, on va voir les rebelles, parce que là, petit spoiler, là, mais bon, voici le nouvel événement, fait qu'effectivement que c'est pas Isabelle, fait que j'ai un départ relativement de merde. On est rendu avec 4 piastres sur la dispute de succession ici, là, fait que comme dans bien d'autres jeux, là, voici un cas où même si l'événement a ça, comme il y a tellement de cash dessus qu'il devient attrayant. Mais petit spoiler, moi je vais jouer les nobles demandes des privilèges, puis on va résoudre aussi les rebelles. On va brosser nos premiers dés dans le jeu, fait que ça risque d'être excitant. Manquez pas ça, à plus.